Petite question, combien de continents la Terre compte-t-elle réellement? 6, comme on l'enseigne généralement? Ou peut-être 5? Il n'existe pas de consensus. Selon les critères adoptés, les estimations oscillent entre 4 et 7. Or, certains chercheurs avancent désormais qu'un 8e continent aurait été récemment repéré, situé entre le Groenland et le Canada. Cette découverte pourrait également éclairer les mécanismes à l'origine des microcontinents. Que révèle cette trouvaille? Et pourquoi cette Terre immergée retient-elle tant l'attention? Si vous raisonnez comme moi, auquel cas nous serions au moins deux, l'idée de continent évoque sans doute des étendues terrestres telles que l'Europe ou l'Afrique, des régions émergées et habitées. Pourtant, en sciences de la Terre, cette notion ne dépend nullement du niveau marin. Ce qui la fonde, c'est la nature même des roches. La croûte terrestre se divise en deux grandes catégories, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale est plus épaisse, moins dense et constituée de roches comme le granit, tandis que la croûte océanique est plus fine, plus lourde et formée principalement de basalte volcanique. La formation repérée sous le détroit de Davis, entre le Groenland et le Canada, semble correspondre à une portion de croûte continentale enfouie sous l'océan. Les scientifiques la qualifient de proto-microcontinent. Elle aurait commencé à se détacher d'une masse plus vaste, plusieurs millions d'années auparavant, sans jamais parachever sa séparation. Tandis que les plaques tectoniques se déformaient lentement, la croûte s'est fracturée. Un segment s'est mis à dériver, mais, pour une raison ou pour une autre, le processus s'est interrompu. Ce bloc n'a donc ni dérivé comme un continent à part entière, ni coulé comme l'aurait fait une croûte océanique. Il demeure sous les vagues, figé à mi-chemin. Cela le distingue des microcontinents à part entière, tels que la Zélandia, qui se sont totalement détachés et forment aujourd'hui des blocs tectoniques indépendants. Situé près de la Nouvelle-Zélande, la Zélandia est un microcontinent submergé dont environ 94% de la surface se trouve sous l'océan. Mais comme elle est constituée de croûte continentale, nombre de géologues estiment qu'elle mérite le statut de 8e continent terrestre. Pourtant, le cas de Zélandia reste controversé, car sa superficie semble trop vaste pour qu'on la considère comme un simple microcontinent, et il n'existe aucune instance internationale apte à trancher officiellement. Nul organisme équivalent à l'ONU ou à un Conseil géologique mondial ne peut décréter qu'il s'agit là d'un nouveau continent. À l'inverse de Zélandia, Madagascar, qui émerge entièrement au-dessus du niveau marin, constitue un exemple classique de microcontinent unanimement reconnu. Vous vous demandez sans doute, Madagascar n'est-elle pas simplement une île? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle constitue la 4e plus grande île du globe, entièrement entourée d'eau. Pourtant, sur le plan géologique, elle est considérée comme un microcontinent. Détachée du supercontinent de Gondwana, il y a environ 88 millions d'années, elle est composée de croûte continentale et non océanique. Contrairement aux îles volcaniques, telles qu'Hawaï, formées par la lave, Madagascar est un fragment ancien de croûte continentale. Elle réunit donc les deux critères, île géographique et microcontinent géologique. Et c'est précisément ce qui rend ces découvertes captivantes. À l'image de Madagascar qui s'élève au-dessus des flots, cette nouvelle terre cachée sous le détroit de Davis se démarque sous la mer grâce à sa structure étonnamment atypique. Ce qui la rend singulière, c'est son exceptionnelle épaisseur. Là où la majorité du plancher océanique est fine comme du métal, cette formation s'apparente plutôt à une couche dense d'argile mêlée à des éléments continentaux. Sous cette couche protectrice, semblable à une couette épaisse, les chercheurs ont mis au jour d'étranges strates rocheuses, intrigantes, car elles ne devraient pas se trouver à cet endroit. Ces formations ressemblent davantage à celles qu'on rencontre sur les continents qu'à celles observées dans les fonds marins. On y décèle des signes de structure proches du granit et des propriétés magnétiques particulières, ce qui suggère une parenté frappante avec les matériaux typiques de la terre ferme. Ces dimensions aussi sont frappantes. Ce proto-microcontinent mesure entre 19 et 24 km de large, soit à peu près la superficie d'une ville moyenne. Imaginez Manhattan, mais à près de 2000 mètres sous la mer. Le fait qu'il repose directement sous le détroit de Davis, l'un des plus vastes passages océaniques au monde. En fait, l'un des fragments de croûte continentale immergés les plus étendus découverts jusqu'ici. D'après les scientifiques, cette masse terrestre aurait commencé à se former entre 58 et 49 millions d'années auparavant, alors que le Groenland et le Canada dérivaient lentement l'un de l'autre. Peut-être avait-il simplement besoin de souffler. Ça arrive à tout le monde. En s'éloignant, la croûte sous le détroit de Davis s'est étirée, provoquant le déplacement d'une faille majeure. Mais la séparation resta inachevée. Il y a environ 48 millions d'années, le processus de création de failles s'est interrompu et le Groenland a brusquement ralenti son éloignement lorsqu'il est venu heurter l'île d'Ellesmere.
C'est un peu comme si un véhicule se déportait sur l'autoroute, avant de revenir sur sa voie, sans jamais achever sa sortie. C'est exactement ce qui s'est produit. Une portion de terre s'est retrouvée prise au piège entre deux mouvements tectoniques. Elle n'a pas dérivé pour former de nouveaux continents, ni été aspirée vers les profondeurs. Elle est simplement demeurée sur place, prisonnière des eaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce fragment de croûte terrestre possède son propre réseau de failles. Selon les chercheurs, il rappelle à petite échelle la célèbre faille de San Andreas en Californie. Une faille est une fracture dans la croûte terrestre, où des masses rocheuses glissent les unes contre les autres. On peut l'imaginer comme une zone où la surface terrestre s'est fendue en essayant de glisser sur le côté. En Californie, ce déplacement est toujours en cours, provoquant parfois des séismes. Mais sous le détroit de Davis, le scénario est différent. Le mouvement a commencé, puis s'est brusquement figé, comme si l'on avait suspendu le temps au cœur d'un bouleversement géologique. Il s'agit là d'un instant figé dans l'histoire de la Terre, conservé intact sous les flots. Pour les géologues, cela confère une importance capitale au microcontinent du détroit de Davis. Cette immobilisation soudaine permet de mieux comprendre pourquoi certains fragments de croûte se détachent aisément, tandis que d'autres se déforment, s'arrêtent ou disparaissent. Et cela ne concerne pas que la recherche théorique. En étudiant ces processus, les scientifiques peuvent mieux anticiper les futurs mouvements terrestres, l'évolution des failles, ainsi que les risques sismiques à venir, ce qui pourrait s'avérer utile à tous. Comprendre comment naissent les microcontinents pourrait nous aider à prévoir les grandes transformations de la surface terrestre sur plusieurs millions d'années, avec des répercussions allant des modèles climatiques à la répartition des ressources. Mais au-delà de ces enjeux, les progrès techniques nécessaires à de telles découvertes représentent déjà une avancée majeure. Les outils utilisés pour cartographier ce territoire englouti servent également à l'exploration pétrolière, à la pose de câbles sous-marins, au suivi climatique ou encore aux opérations de secours. Pendant longtemps, cette terre dissimulée près du Groenland est demeurée invisible. Il y a à peine une quinzaine d'années, les profondeurs du détroit de Davis restaient largement méconnues. Froides, profondes et inhospitalières, elles figuraient parmi les zones les plus difficiles à sonder. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la découverte de ce continent englouti semble imminente. Les scientifiques sont enfin en mesure de voir et d'entendre ce qui se passe sous ces eaux glacées. Pour cela, ils ont d'abord recours à l'imagerie par réflexion sismique, une technique consistant à envoyer des ondes sonores vers le fond marin, puis à enregistrer les échos renvoyés. Chaque couche rocheuse réagit différemment, ce qui permet de reconstituer une image souterraine. Le principe s'apparente à celui des chauves-souris, qui se déplacent dans l'obscurité grâce aux échos. Les satellites ont aussi leur rôle à jouer. Ils collectent des données gravitationnelles. Cela peut sembler étonnant, mais les roches, selon leur nature, n'ont pas toutes la même densité. Les plus massives exercent une attraction plus forte que les satellites savent détecter avec une grande précision. Autre outil essentiel, les capteurs sous-marins. Posés au fond de l'océan, ils écoutent dans les vibrations naturelles, comme les secousses sismiques ou les déplacements de roches. Ces signaux aident les chercheurs à évaluer la composition de la croûte terrestre ainsi que son épaisseur. On les compare volontiers à des oreilles immergées, attentives à chaque frémissement des profondeurs. Il est très probable que des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, aient aussi été employés. Ces robots sont capables de cartographier le relief sous-marin avec une précision remarquable, même sous une épaisse couche de glace. L'enthousiasme des chercheurs est palpable, car l'enjeu dépasse la simple découverte géologique. Ce territoire inconnu constitue un véritable laboratoire naturel. L'analyse du microcontinent du détroit de Davis constitue une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui président à la formation, à l'évolution, voire à l'incomplète séparation des microcontinents. Elle rappelle aussi que la croûte terrestre n'est pas aussi nettement divisée qu'on le croyait. Sous l'océan, d'autres terres cachées, près du Groenland ou ailleurs, pourraient exister des quasi-continents attendant d'être découverts. Ce continent englouti, qui n'a peut-être jamais accédé au statut de continent véritable, modifie néanmoins notre perception des dynamiques tectoniques. Grâce aux technologies de pointe désormais disponibles, des régions jadis négligées livrent de peu à peu des indices sur les âges anciens de la Terre, et peut-être aussi sur ce que nous réserve son avenir. Répondez vite, combien de continents compte la Terre? Vous répondriez sans doute 6 ou 7. Pourtant, en vérité, cette question n'a plus vraiment de réponse juste. Pour certains, oui, la Terre possède 7 continents. Cependant, nos manuels de géographie ont longtemps négligé une région entière du globe. Depuis des années, des scientifiques soutiennent qu'il existe en réalité un 8e continent dissimulé ici même, la Zélandia. Ce continent perdu ne l'est plus tant que cela.
car il y a peu, des chercheurs ont enfin réussi à cartographier avec précision sa position et son étendue colossale. Une première. La Zélandia diffère profondément des autres continents. Réfléchissez, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, on peut les distinguer depuis l'espace, ou, plus simplement, il suffit d'abaisser les yeux. En cet instant, vous vous tenez sur un continent. Mais peu de gens savent que chaque continent possède des zones sur lesquelles nous ne pouvons ni marcher, ni même les apercevoir. Une grande partie de leur terre repose sous les océans, rendant leur exploration ou leur cartographie difficile. Imaginez maintenant un continent dont 94% serait submergé. Presque introuvable, n'est-ce pas? C'est pourtant le cas de la Zélandia. Une immense masse terrestre enfouie sous le Pacifique. Et cela n'a rien d'un hasard. Il y a des temps immémoriaux, la Zélandia appartenait au Gondwana, un supercontinent ancien rassemblant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie et certaines régions de l'Asie. Durant des millions d'années, cet ensemble demeura uni jusqu'à ce qu'il commence à se fragmenter il y a environ 200 millions d'années. Ces parties dérivèrent lentement dans diverses directions, et l'une d'elles fut la Zélandia. D'abord encore reliée à l'Australie et à l'Antarctique, elle finit par s'en détacher, il y a près de 85 millions d'années, pour dériver seule et devenir un continent à part entière. Contrairement à l'Australie ou à l'Antarctique, la Zélandia n'est pas demeurée longtemps en surface. Elle a sombré. Aujourd'hui, seule une portion émerge encore de l'océan. Essentiellement la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et quelques petites îles du Pacifique. Le reste demeure submergé. Mais attendez, comment la Zélandia a-t-elle coulé en premier lieu? Pendant des années, la majorité des experts supposaient qu'elle s'était détachée lors d'un processus appelé rupture en décrochement, un phénomène où les continents se séparent le long de larges failles, là où les plaques tectoniques glissent l'une contre l'autre. Mais cette théorie n'expliquait pas tout parfaitement. Après de longues années de recherche, les scientifiques estiment avoir enfin percé le mystère. Il s'avère que la croûte de la Zélandia, son enveloppe externe, avait été étirée au point de s'amincir. Exactement. Au lieu de glisser latéralement comme on le supposait autrefois, la terre s'étirait et se déchirait, un peu comme une pâte que l'on étire jusqu'à ce qu'elle cède. C'est précisément ce qui est arrivé à la Zélandia. La terre s'étira tellement qu'elle finit par se rompre, car les plaques tectoniques sous la Zélandia s'écartaient, amincissant la croûte jusqu'à ce qu'elle cède. Lorsqu'elle se brisa, les fissures étaient si larges que l'eau de l'océan s'y engouffra, donnant naissance à la mer de Tasman. Quelques millions d'années plus tard, de nouveaux étirements rendirent la croûte encore plus fine et fragile. Finalement, d'immenses portions sombrèrent sous les vagues, scellant le destin de la Zélandia en tant que continent perdu. Pourtant, elle n'était pas totalement inconnue. Les experts en suspectaient l'existence depuis près de 400 ans, et son épaisseur inhabituelle constituait un indice majeur. Voyez-vous, la croûte terrestre se divise en deux grands types, continentale et océanique. Elles composent toutes deux l'enveloppe solide de la planète, mais présentent de nettes différences. La croûte continentale, plus épaisse, s'apparente à une pizza garnie dans le style de Chicago, tandis que la croûte océanique, plus mince, évoque une tranche new-yorkaise. Maintenant, imaginons ces deux tranches plongées dans un réservoir d'eau pour observer leur comportement. D'accord, disons donc que la pizza style Chicago est plus légère. Elle flotte. C'est pourquoi les continents reposent au-dessus de l'océan. La tranche new-yorkaise, plus lourde, coule au fond du réservoir. C'est ainsi que la croûte océanique se situe plus bas, formant le plancher océanique. Une autre distinction essentielle, la croûte continentale comprend de nombreux types de roches, tandis que la croûte océanique est surtout composée de basalte, cette roche volcanique sombre issue des éruptions. Sachant cela, les scientifiques ont employé des technologies avancées pour explorer le Pacifique Sud. Les résultats furent surprenants. Des zones jadis considérées comme un fond océanique classique étaient en fait dépourvues de basalte et bien plus épaisses que ne devrait l'être une croûte océanique. Attendez, notre pizza new-yorkaise immergée pourrait-elle être une pizza style Chicago? Oui. Même si la croûte de la Zélandia reste plus mince que celle des autres continents, elle demeure nettement plus épaisse que la croûte océanique. Cela signifie que ce n'est pas seulement un amalgame de fonds océaniques et de fragments continentaux, mais bien une croûte continentale, simplement noyée. En février 2017, les scientifiques annoncèrent avec enthousiasme « Écoutez, tout le monde, la Terre, compte 8 continents. Pourtant, à cette époque,
Ils ignoraient encore l'apparence exacte de la Zélandia. Il n'existait ni carte ni représentation précise, ce qui explique sans doute pourquoi tant de gens en ignorent encore l'existence. Même au sein de la communauté scientifique, l'idée de la considérer comme le 8e continent ne faisait pas l'unanimité. Certains estimaient que cette singulière terre sous-marine n'était qu'un ensemble de fragments submergés ou de microcontinents. Mais voilà, avant cette annonce publique, une équipe internationale avait déjà entrepris une expédition. Elle se rendit près de la Nouvelle-Calédonie pour prélever des échantillons de roches du plancher marin de la Nouvelle-Zélande, plus précisément sur la ride de Fairway, en mer de Corail. 6 années plus tard, ces mêmes échantillons permirent de révéler une découverte majeure concernant la Zélandia, sa véritable étendue. La combinaison de la datation des roches, des signatures magnétiques et de la cartographie tectonique a permis aux chercheurs de déterminer les limites de la Zélandia. Ils ont découvert que ce continent englouti possède près de 5 millions de kilomètres carrés de surface terrestre. Pour mieux se le représenter, c'est environ 20 fois la taille de la Nouvelle-Zélande. Pour de nombreux spécialistes, son étendue et sa cohérence excluent pratiquement l'idée que la Zélandia ne constitue pas un véritable continent. Mais pourquoi cela ne semble-t-il pas encore admis ? Nous ne la voyons pas sur les cartes, n'est-ce pas ? La raison tient au fait qu'il est difficile d'obtenir un consensus mondial pour la qualifier de continent. Et la principale résistance est sans doute simple. Ce n'est tout simplement pas pratique. Les continents sont en général définis par convention plutôt que par des critères rigides. Selon les perspectives, certains reconnaissent 4, 5, 6 ou 7 continents, car il n'existe pas d'autorité continentale. Il n'y aura sûrement jamais de commission internationale passant à la télévision pour nommer un nouveau continent ou établir une liste officielle. Être presque entièrement submergé ne facilite pas la reconnaissance de la Zélandia. Peut-on vraiment la qualifier de continent au même titre que l'Asie ou l'Afrique ? Certains soutiennent que si la Zélandia est admise, d'autres petits blocs de croûte continentale, comme les îles Cocos ou d'autres microcontinents, devraient aussi figurer sur la liste. Combien de continents supplémentaires faudrait-il alors ajouter ? Vous comprenez pourquoi cette reconnaissance n'est pas très commode. Peut-être est-il plus prudent de désigner la Zélandia comme un continent submergé ou englouti, ce qui est plus précis. Toutefois, la définition exacte d'un continent englouti reste quelque peu floue. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de trop se préoccuper de la définition officielle de la Zélandia. L'essentiel est que sa cartographie complète constitue déjà un exploit scientifique majeur. Gardez à l'esprit que de vastes zones demeurent inexplorées. Les chercheurs sont convaincus que des technologies telles que l'imagerie sismique et le forage en haute mer permettront de découvrir encore plus de détails sur sa structure et son histoire. Et le fait qu'elle soit principalement immergée n'enlève rien à sa valeur géologique. Cette masse continentale submergée conserve en réalité des indices sur le passé de la Terre que l'on ne pourrait jamais observer sur les continents émergés. Elle pourrait aider les scientifiques à comprendre comment les continents se déplacent au gré du mouvement des plaques tectoniques. Ils espèrent également trouver des indices supplémentaires sur l'impact de ces dérives sur le niveau des mers, les régimes climatiques et la répartition des plantes et des animaux. Chaque découverte nouvelle pourrait affiner notre compréhension de la manière dont la surface terrestre se transforme. Ainsi, continent ou non, la Zélandia a déjà modifié notre perception de la planète. Alors qu'ils recherchaient la tombe perdue de Cléopâtre, des archéologues ont fait une découverte qui semblait presque irréelle. À environ 13 mètres sous terre, sous un temple égyptien en ruine, apparaissait un tunnel parfaitement droit, creusé dans le grès massif. Long de plus de 1300 mètres, il présente une précision telle que les spécialistes l'ont décrit comme un véritable miracle géométrique. Le tunnel se situe sous l'ancienne cité de Taposiris Magna, à l'ouest d'Alexandrie, près de la côte méditerranéenne de l'Égypte. L'équipe qui l'a découvert a méthodiquement retiré des couches de pierre et de débris avant d'atteindre ce passage d'environ 2 mètres de hauteur, taillé proprement dans la roche. Aucune trace d'effondrement ni de courbe irrégulière, seulement une précision remarquable. Si vous avez déjà essayé de percer un trou parfaitement droit dans un mur et échoué en quelques secondes, imaginez accomplir cela sous terre sur près d'1 kilomètre. Les anciens bâtisseurs ne disposaient ni de GPS, ni de laser, ni d'outils modernes de mesure. Pourtant, le tunnel demeure étonnamment nivelé sur toute sa longueur. Cela montre qu'ils maîtrisaient pente, angle et distance bien au-delà d'une simple construction empirique. Aujourd'hui encore, les ingénieurs s'appuient sur des machines
pour atteindre une telle précision sous terre. Les anciens comptaient sur le savoir, la répétition et la patience. Certaines sections du tunnel sont aujourd'hui sous l'eau ou effondrées, probablement après plusieurs séismes survenus dans la région il y a des siècles. Selon certains experts, il aurait autrefois relié le temple à des sources d'eau ou à des zones rituelles plus proches de la mer. Les archéologues ont aussi remarqué que ce tunnel égyptien reproduisait exactement celui d'Eupalinos en Grèce, considéré comme l'un des grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité, ce qui rend la découverte encore plus remarquable. Dans la Grèce antique, des passages souterrains reliaient les temples à des sources sacrées. Les déplacements dans l'espace, sous terre comme à la surface, suivaient parfois des parcours symboliques destinés à rejouer les mythes et les voyages des dieux. Un tel tunnel pouvait représenter un chemin vers l'au-delà, la renaissance ou une transition divine. Il est peu probable qu'un ouvrage aussi exigeant ait été construit pour un simple décor. Lors de fouilles antérieures, les archéologues ont d'ailleurs découvert de nombreux artefacts, des pièces portant les noms et visages de Cléopâtre VII et d'Alexandre le Grand, des figurines, des statues de divinités, une momie à la langue faite d'or, ainsi qu'un vaste cimetière rempli de momies de style gréco-romain. Ce tunnel d'une géométrie parfaite n'est pas un exploit isolé. Non loin de là, des archéologues sous-marins au large d'Alexandrie ont mis au jour une découverte digne d'un récit de croisière royale. Un bateau de plaisance vieux de 2000 ans qui naviguait autrefois sur le Nil. Il ne s'agissait pas d'un simple bateau de pêche, ni d'une barge de transport. L'embarcation atteignait probablement plus de 35 mètres de long, pour environ 7 mètres de large, avec une cabine décorée et près d'une vingtaine de rameurs, transformant le fleuve en véritable palais mobile. Il ne s'agit pas d'une hypothèse sortie de nulle part. Un géographe grec de l'Antiquité, Strabon, évoquait déjà ce type de navire vers le 1er siècle avant notre ère. Il décrivait des embarcations somptueuses utilisées par la royauté lors de fêtes et de cérémonies à Alexandrie. Pendant longtemps, les historiens ont cru à une exagération littéraire. Puis, l'épave est apparue et Strabon a soudain semblé moins un conteur qu'un témoin. L'art antique confirme aussi ces descriptions. La mosaïque de Palestrina, en Italie, montre des bateaux richement ornés descendant le Nil. Leur apparence correspond presque parfaitement aux textes et aux preuves archéologiques. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont découvert un détail minuscule mais profondément humain. Des graffitis grecs gravés dans le bois, simples mots laissés par quelqu'un qui se tenait sur ce pont il y a 2000 ans. Les chercheurs n'ont pas encore entièrement déchiffré l'inscription, mais sa présence seule est révélatrice. Elle montre que ce navire n'était pas seulement un symbole flottant de puissance, des personnes y vivaient réellement. On pourrait le comparer à un yacht moderne luxueux, tandis que le Nil fonctionnait comme une vaste autoroute fluviale. De nombreux navires transportant des passagers circulaient alors, visitant des proches, acheminant des marchandises pour le commerce, menant des affaires ou partant simplement en croisière. L'emplacement de l'épave rend l'histoire encore plus remarquable. Le bateau reposait près du temple d'Isis sur Antirodos, une île qui abritait autrefois des bâtiments royaux et religieux avant que des séismes et la montée des eaux ne la fassent disparaître. Le temple s'est effondré vers l'an 50 de notre ère, et les chercheurs pensent que le navire a peut-être sombré lors de cette même catastrophe. Une autre découverte récente liée à la vie le long du Nil concerne la partie inférieure d'un immense complexe cultuel situé à environ 16 km au sud-ouest du Caire. Elle est directement reliée à un temple supérieur consacré à Rê, le dieu solaire égyptien. La section récemment mise au jour correspond à un temple de la vallée vieux d'environ 4500 ans. Le sanctuaire supérieur se dresse sur un terrain plus élevé et avait déjà été fouillé il y a des années.
Le temple de la vallée, plus proche du Nil, lui est relié par une chaussée. Un égyptologue allemand, Ludwig Borchardt, avait commencé à explorer une partie du site en 1901, mais la nappe phréatique était alors trop élevée et les travaux durent être interrompus. Aujourd'hui, le niveau de l'eau ayant baissé, une équipe moderne a pu fouiller près de la moitié du temple depuis 2024. Une fois sur place, les archéologues ont mis au jour les restes d'un portique d'entrée à colonnes. Ils ont ensuite découvert des blocs sculptés portant un calendrier d'événements religieux, presque comparable à un programme public antique. Les inscriptions mentionnent notamment des fêtes dédiées à Sokaris, divinité à tête de faucon associée à Memphis, capitale majeure de l'Ancien Empire, ainsi que la fête de Min, dieu de la fertilité, et même la procession de Ré. Tous ces blocs ont été trouvés autour du portique d'entrée, ce qui suggère fortement que la façade extérieure du temple exposait ce long calendrier de célébration. Pour cette raison, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens exemples connus d'un véritable calendrier public, une liste d'événements destinés à toute une communauté et intégrés à l'architecture. En outre, l'équipe a découvert des dizaines de blocs décorés portant des inscriptions mentionnant le pharaon Niuserre, qui régna vers 2389 avant notre ère et fit construire ce temple. Ce sanctuaire montre aussi comment les déplacements s'organisaient dans l'Égypte antique. Le temple supérieur accueillait le culte principal, tandis que le temple de la vallée rendait l'ensemble accessible. Il servait probablement de zone d'arrivée pour les embarcations venant soit directement du Nil, soit plus vraisemblablement d'un de ses bras secondaires. Plutôt que de traverser le désert à pied, les visiteurs pouvaient donc arriver par voie d'eau, débarquer au quai du temple, pénétrer dans le temple de la vallée, puis remonter la chaussée vers le sanctuaire élevé sur la colline. Après environ un siècle d'utilisation, les chercheurs ont découvert que ce temple inférieur avait été transformé en zone d'habitation. L'élément le plus intéressant de cette période est la découverte de 2 pièces en bois servant à jouer au sonnette, un ancien jeu de plateau. Le sonnette apparaît sur d'autres sites égyptiens, y compris dans la tombe de Toutankhamon, mais ses règles exactes restent aujourd'hui débattues. Certaines découvertes en Égypte créent d'ailleurs de nouvelles énigmes plutôt que d'en résoudre. Début 2025, des archéologues ont annoncé la découverte de la première sépulture pharaonique trouvée dans le périmètre de la vallée des rois depuis celle de Toutankhamon en 1922. La tombe nouvellement identifiée de Toutmosis II aurait été inondée presque aussitôt après l'inhumation. Des responsables de l'époque seraient alors intervenus rapidement pour retirer la momie et la majorité des objets funéraires, puis les cacher ailleurs. La momie fut retrouvée plus tard par les archéologues. L'aspect le plus étrange concerne un vase d'onguent en albâtre découvert dans la tombe, qui relie directement la sépulture à Hatshepsut, l'épouse et demi-sœur de Toutmosis II. L'inscription indique qu'elle fit ériger ce monument pour lui, preuve qu'elle organisa ses funérailles. Pourtant, cela n'explique toujours pas pourquoi elle choisit cet emplacement pour lui, avant d'opter ensuite pour la vallée des rois pour sa propre tombe. Les archéologues étudient désormais un énorme monticule de décombres près du site, haut d'environ 23 mètres, qu'ils soupçonnent d'avoir été construit pour dissimuler quelque chose d'important. Si une seconde tombe se trouve en dessous, elle pourrait être intacte. Ainsi, plus les archéologues creusent, moins l'Égypte antique apparaît comme une civilisation disparue, mais plutôt à une civilisation simplement mise en pause. Elle n'a pas seulement survécu au passage du temps, elle paraît l'avoir déjoué. Et nous commençons à peine à en retrouver la trace. Apparemment, la Terre n'est peut-être pas le seul endroit où boire un verre d'eau. Des scientifiques ont trouvé un autre monde très prometteur. Car il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface. Même Mars ne rivalise pas. Cette planète n'est pas si loin de la Terre et elle orbite autour d'une étoile appelée GJ 887. Regardez, voici la Terre et voici le Soleil. En dézoomant, vous voyez ce point lumineux ?
c'est l'étoile dont on parle. Cette étoile est à 10,7 années-lumière de la nôtre. En comparaison, la Terre est à bien moins d'une année-lumière du Soleil. Une sonde peut nous amener jusqu'au Soleil en quelques années. Mais avec nos technologies actuelles, il faudrait plus de 270 000 ans pour atteindre ce système. Et pourtant, à l'échelle de l'espace, c'est tout près. Les scientifiques l'appellent Super Terre. Elle est plus grosse que la Terre, avec plus de 6 fois sa masse. Assez massive pour avoir une forte gravité et une atmosphère épaisse. Autre point intéressant, contrairement à beaucoup d'étoiles de son type, GJ 887 produit peu d'éruptions. De grosses éruptions stellaires peuvent arracher l'atmosphère d'une planète. Moins il y en a, plus la planète peut garder air, eau et peut-être même la vie. Quand les astronomes parlent de la zone habitable autour d'une étoile, ils désignent un endroit ni trop chaud ni trop froid, où l'eau pourrait exister en surface. Mais l'eau ne dépend pas que de la température, il faut aussi de l'air. Sans atmosphère, elle s'évaporerait ou bouillirait aussitôt. Selon les chercheurs, la planète GJ 887d pourrait vraiment avoir une atmosphère, ce qui en ferait une planète de zone habitable. En 2020, 2 autres planètes avaient déjà été trouvées autour de cette étoile. Mais elles étaient trop près de l'étoile, trop chaudes pour garder de l'eau liquide. Les données suggéraient aussi une 3e planète autour de cette étoile. Au début, les scientifiques n'étaient pas sûrs qu'elle existe. C'était peut-être un hasard ou des mesures bizarres. Mais après 5 années de suivi supplémentaire, la planète a été confirmée. Elle tourne autour de son étoile en environ 51 jours. Là-bas, vous fêteriez donc votre anniversaire tous les 51 jours. C'est même plus court qu'une année sur Mercure. Signe que la planète est très proche de son étoile. Alors pourquoi ne brûle-t-elle pas? Et la vie alors? Parce que GJ 887 est plus petite et moins brillante que notre Soleil. Elle ne bombarde donc pas cette 3e planète de chaleur. Même avec une orbite courte, ses températures ne devraient être qu'un peu plus chaudes que sur Terre. La bonne nouvelle, c'est que les conditions sur cette nouvelle super Terre pourraient laisser l'eau s'accumuler quelque part, au lieu de s'évaporer aussitôt. Pas étonnant que cette découverte compte. On pourrait enfin trouver de la vie ailleurs. Car là où l'eau est liquide, la vie a de bonnes chances. Et si nous devions un jour quitter la Terre, GJ 887d pourrait devenir une candidate solide. Le grand problème des planètes autour de petites étoiles, ce sont les éruptions. Beaucoup de naines rouges frappent leur planète de puissants rayonnements qui arrachent l'atmosphère. Sans air, l'eau ne reste pas et la vie n'a presque aucune chance. C'est sans doute pour cela que Proxima b, la planète extrasolaire la plus proche, n'a probablement plus d'atmosphère. Mais GJ 887 est étonnamment calme. Elle n'a pas les éruptions habituelles des petites étoiles. Bien sûr, cela pourrait être temporaire ou durer des milliards d'années. Dans tous les cas, GJ 887d a plus de chances de garder son air. La planète est aussi massive, donc très gravitationnelle. Décoller en fusée serait compliqué, et s'y promener ne serait pas simple. Mais une gravité plus forte aide aussi à retenir une atmosphère épaisse. Si elle s'est formée, elle pourrait protéger la surface et piéger juste assez de chaleur. Contrairement à certaines planètes, celle-ci ne passe pas devant son étoile vue de la Terre. On ne peut donc pas mesurer facilement son atmosphère avec la lumière qui la traverse. Ils utilisent plutôt la vitesse radiale, qui repère les minuscules oscillations de l'étoile dues à la gravité de la planète. Il nous reste beaucoup à apprendre sur ce monde qui pourrait, un jour, devenir une destination de rêve. Chaque année, les astronomes découvrent de nouvelles planètes hors du système solaire. À ce jour, plus de 6000 exoplanètes ont été trouvées autour d'autres étoiles. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les planètes capables d'abriter la vie, ou au moins les bonnes conditions. Le grand objectif, c'est de trouver de l'eau liquide stable en surface, ni gelée en bloc, ni bouillie dans l'espace. Pour rester liquide,
L'eau ne doit pas être trop loin de l'étoile. Trop loin, elle gèle. Trop près, elle s'évapore comme dans une casserole. Et comme chaque étoile est différente, chacune a sa propre zone habitable selon sa taille, sa température et sa luminosité. Jusqu'ici, les télescopes ont repéré environ 70 planètes dans une zone habitable. Mais seulement 30 sont rocheuses comme la Terre, là où des océans pourraient vraiment exister. Car seules les planètes rocheuses ont une surface solide où l'eau peut s'accumuler en océan. Elles ont aussi une gravité capable de retenir l'eau liquide. Sans cela, l'eau s'évaporerait dans l'espace ou gèlerait très vite. Mais réunir ces conditions ne garantit pas la vie. Vénus et Mars sont dans la zone habitable du Soleil, mais Vénus est une fournaise et Mars un désert glacé. La vie y semble peu probable. Prenons cette planète par exemple. Cette super-Terre est à 20 années-lumière. Les astronomes l'ont repérée en janvier 2025 avec les télescopes de l'ESO au Chili. Au départ, elle semblait très prometteuse, mais son orbite est très étirée, comme un long ovale. Elle entre et sort de la zone habitable pendant son année. Quand elle s'éloigne de son étoile, l'hiver glacial dure une éternité, pas vraiment idéal pour la vie. Mais une orbite parfaite ne suffit pas toujours. Dans le système Gliese 667c, à 22 années-lumière, les astronomes ont trouvé 3 planètes en zone habitable. Mais l'une d'elles, la planète F, est en rotation synchrone. Une face regarde toujours l'étoile et brûle. L'autre reste dans l'ombre permanente, glaciale. La vie ne pourrait survivre que dans une mince bande entre les zones, ou si des vents puissants répartissaient la chaleur. Une vraie planète habitable doit aussi se protéger des rayons cosmiques, avec un champ magnétique et une atmosphère épaisse. Sinon, le rayonnement stellaire détruit toute chance de vie. Regardez le système TRAPPIST-1, découvert en 2016. 3 planètes y orbitent dans la zone habitable, mais TRAPPIST-1b est en rotation synchrone, bombardée par le rayonnement stellaire et sans atmosphère. Les 2 autres pourraient avoir une atmosphère, mais on ignore encore si elles bloquent les radiations dangereuses. Les naines rouges, petites, froides, faibles et très courantes dans notre galaxie, compliquent tout. Leur zone habitable est proche de l'étoile, donc les planètes y subissent de fortes éruptions solaires. Notre potentiel deuxième foyer le plus proche, Proxima Centauri b, a ce problème. Malheureusement, elle ne transite pas devant son étoile depuis la Terre. On ne peut donc pas vraiment étudier son atmosphère, ni savoir si elle protège la vie. Et même les planètes qui cochent toutes les cases, orbite parfaite, zone habitable, atmosphère, peuvent être infernales, comme Vénus. Orbite circulaire, zone habitable, atmosphère épaisse, et pourtant, c'est presque un four sous pression écrasante. Même la Terre n'est pas parfaite pour la vie partout. Les pôles nord et sud sont glacés. Le désert d'Atacama est presque totalement sec, donc la vie y lutte aussi. Voilà pourquoi les astronomes vont plus loin que la zone habitable. Ils cherchent des signes de vie dans l'air. Certains gaz peuvent indiquer la vie. Le CO2 et le méthane peuvent venir du vivant, ou pas. D'autres, comme le sulfure de diméthyle, semblent liés au vivant. Mais les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. La vraie difficulté, c'est de savoir si un gaz vient de la vie ou seulement des roches et de la chimie. Heureusement, de nouveaux télescopes comme l'Extremely Large Telescope de l'ESO donnent beaucoup plus de détails. Ils pourraient nous aider à trouver plus de planètes en zone tempérée et révéler les indices qui disent si une planète est vraiment habitable. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide ? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, 2 petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013.
Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces deux éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena-Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires, ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena-Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. 1 an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées.
De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlo Petri pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni qui l'a construite. Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre, et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples, et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ses partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs, et c'est assurément une expérience de plongée des plus amusantes. Un navire rempli d'or et d'autres trésors d'une valeur de plus de 13 millions de dollars a été retrouvé au milieu du désert de Namibie après presque 500 ans. La personne à l'origine de cette découverte était à la recherche de diamants, mais elle a fini par trouver quelque chose de bien plus précieux pour l'histoire. Il y avait des blocs de cuivre, du bois, des tuyaux et des défenses d'éléphants. Les mineurs sur place ont appelé un archéologue qui s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une plage perturbée comme il le pensait, mais bien d'une épave. Toutes les preuves indiquaient qu'il s'agissait d'un navire marchand portugais, le Bom Jesus, qui avait disparu au XVIe siècle. Les experts pensent qu'il s'agissait d'un type de navire spécial, plus grand, plus solide et plus performant que les anciens navires du Portugal et d'Espagne. Ces navires étaient construits pour emmener les explorateurs portugais dans de longs voyages vers des contrées lointaines comme l'Inde, la Chine et le Japon, et revenir avec des tonnes de marchandises. Le Bom Jesus transportait probablement des trésors de Lisbonne, la capitale portugaise, vers l'ouest de l'Inde. Mais il semble qu'en contournant la pointe sud de l'Afrique, près de la Namibie, une grosse tempête ait poussé le navire trop près du rivage. Le navire aurait alors heurté un rocher, aurait chaviré et se serait brisé avant de sombrer. Les archéologues ont trouvé sous l'eau le trésor du capitaine, qui s'est probablement échappé lorsque la coque en bois du navire s'est rompue. Ils ont également trouvé des morceaux du navire éparpillés le long du rivage.
probablement à cause de la violente tempête, et plus tard, des travaux de construction menés dans la région. La tempête a dû être très violente, mais comme ils n'ont pas trouvé beaucoup d'os, ils pensent que la plupart des membres de l'équipage ont survécu ou ont été perdus en mer. Le navire était divisé en 3 sections et était incroyablement bien conservé, grâce aux épaisses couches de sable qui le recouvraient et l'empêchèrent de pourrir. Les archéologues qui ont étudié l'épave ont découvert plus de 40 tonnes de fret. Il y avait des canons, des épées, des blocs de métal, du plomb et de l'étain, des tissus et des outils que les marins utilisaient pour se repérer avec les étoiles lorsqu'ils traversaient l'océan. Mais la découverte la plus passionnante reste celle de 1845 lingots de cuivre, pesant au total 16 à 17 tonnes. Ces lingots de cuivre, des morceaux de métal pur, sont encore en très bon état, car la coque du navire et les couches de sable les ont protégés de l'eau de mer. Les scientifiques ont même réussi à lire les marques qu'on avait gravées dessus, et ont appris qu'ils avaient été fabriqués par une très riche société commerciale allemande. Il y avait également plus de 2000 pièces d'or et d'argent provenant de différents pays, et 105 énormes défenses d'éléphants pesant environ 2 tonnes. Les défenses étaient probablement destinées à devenir des objets de luxe, tels que des bijoux ou des sculptures. Les archéologues ont prélevé des échantillons d'ADN sur les défenses et ont découvert qu'elles provenaient d'éléphants des forêts et des savanes d'Afrique de l'Ouest. Les chercheurs ont eu de la chance, car le navire se trouvait dans une zone d'extraction de diamants à accès restreint. Aucun pilleur n'avait pu mettre la main sur les trésors avant eux. Le Bom Jesus reste l'épave la plus ancienne et la plus précieuse jamais découverte au large de la côte ouest de l'Afrique subsaharienne. Une autre épave récemment découverte par hasard était enfouie sous une dune de sable de 3 mètres de haut près de la mer Caspienne. Certains l'appellent le plus grand lac du monde. Et son niveau d'eau monte et descend au fil du temps en raison des changements climatiques. Ces changements peuvent déplacer le sable et mettre au jour, le long de la côte, des objets tels que cette épave et d'autres trésors. C'est en raison de la lente disparition de la dune que le navire a commencé à apparaître. Avant de la déterrer, les scientifiques craignaient que les vagues n'endommagent que l'épave. Pour la protéger, ils ont érigé un mur avec plusieurs milliers de sacs de sable, formant une digue. Lorsque le navire a enfin été désenfoui, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un vaisseau marchand à 3 mâts de 28 mètres de long, avec une double coque solide. Des échantillons de bois ont permis de déterminer que le navire avait été construit entre le XVIIIe et le XIXe siècle à partir d'arbres tels que le pin sylvestre, l'épicéa et le mélèze provenant de la région de la Volga ou du Caucase. Ils ont même trouvé du sarrasin et des plantes de la même région, qui étaient probablement échangées ou utilisées pour nourrir les marins. Cela prouve que le navire faisait partie d'un groupe de navires marchands qui naviguaient autrefois sur la mer Caspienne. Un jour, un pêcheur amateur qui avait plongé à 6 mètres sous la mer au large des côtes de la Turquie a remarqué d'énormes restes métalliques. Il avait une caméra sous-marine, il a donc filmé sa découverte et l'a apportée à des scientifiques. Ils ont immédiatement ouvert une enquête et ont appris qu'il devait s'agir d'une épave des premières décennies du XXe siècle. Il s'agirait d'un navire de l'Empire ottoman qui avait pour mission de livrer des marchandises, mais qui avait disparu sans laisser de traces. Les scientifiques ont obtenu la permission d'étudier cette épave de la mer Noire en détail afin d'en apprendre davantage sur ses mystères. Ils espèrent trouver ses papiers d'identité, ce qui leur permettra d'obtenir quelques réponses, car le navire lui-même est en très mauvais état et difficile à manipuler. Des robots sous-marins appartenant à une compagnie pétrolière et gazière ont repéré des centaines d'anciennes amphores intactes sur le fond marin de la Méditerranée orientale. Les experts pensent que ces amphores ont 3300 ans. Il s'agirait donc de la plus ancienne épave de navire découverte en haute mer. Les amphores étaient probablement utilisées pour stocker de l'huile ou d'autres produits agricoles, tels que des fruits. Cela prouve que les personnes qui les avaient fabriquées s'occupaient également de commerce maritime et possédèrent des compétences incroyables en matière de navigation. Cela nous indique aussi que les marins de l'Antiquité étaient capables de traverser la Méditerranée sans avoir à se repérer d'après les côtes. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était l'horizon, et ils devaient donc utiliser le soleil et les étoiles pour s'orienter. Au large des côtes siciliennes, sous 6 mètres de sable et de roches, des archéologues ont découvert une épave si ancienne qu'ils ne sont même pas sûrs des matériaux utilisés pour la construire. Ils pensent que le navire date du VE ou 6e siècle avant notre ère, ce qui signifie qu'il aurait plus de 2500 ans. Ce navire ancien n'était pas seul. Les chercheurs ont également trouvé 2 ancres en fer en forme de T inversées datant du 7e siècle de notre ère environ, ainsi que 4 ancres en pierre datant de la préhistoire à proximité.
L'une des ancres en pierre était cassée, et il se peut qu'elle ait été fixée au fond marin à l'aide de morceaux de bois. Ils ont découvert que le navire lui-même avait été construit selon la technique de la coque. Les planches de bois du navire étaient ainsi étroitement assemblées qu'elles pouvaient, à elles seules, soutenir le navire, avec des poutres supplémentaires ajoutées juste pour le rendre plus robuste. Malheureusement, la coque en bois du navire est aujourd'hui très fragile, car de minuscules créatures marines l'ont endommagée au fil des siècles. Les scientifiques sont très prudents lorsqu'ils l'étudient, et veillent à ce qu'elle ne se désagrège pas. Cette découverte est très importante, car le navire a été construit à une époque où la Sicile était un endroit très stratégique pour le commerce régional. À cette époque, les Grecs et les Puniques tentaient de prendre le contrôle des mers, bien avant que Rome ne devienne la puissance dominante de la Méditerranée. En étudiant ce navire, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur la façon dont les gens voyageaient et faisaient du commerce à cette époque lointaine. Une autre épave, cette fois au large des côtes du Kenya, pourrait provenir du dernier voyage de Vasco de Gama. Cet explorateur portugais fut le premier Européen à atteindre l'Inde par la mer en contournant le cap de Bonne-Espérance. Des pêcheurs locaux ont découvert l'épave en question en 2013. Lorsqu'un archéologue sous-marin est venu l'examiner, il a trouvé quelques trésors, des défenses d'éléphants et de précieux lingots de cuivre. Si cette découverte a vraiment un rapport avec Vasco de Gama, elle doit dater du XVIe siècle. 1524 fut l'année de son troisième et dernier voyage en Inde. De Gama dirigeait une immense flotte de 20 navires, dont l'un était le São Jorge. La majeure partie du vaisseau est cachée sous des couches de corail, et toute une équipe de scientifiques creuse soigneusement des tranchées pour retrouver des parties de la charpente et de la coque du navire. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici, nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue? Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement.
Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités. Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules. La caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoise, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical, ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange. On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue. Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien,
qui affirment qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans. On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années. Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc, bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir hédoniste pour l'élite romaine, Baïse était un peu le Las Vegas de son époque. Mais aujourd'hui, ses ruines se trouvent sous l'eau. Cette station thermale prospérait grâce à ses sources chaudes volcaniques et attirait des personnalités telles que Néron et César, qui y construisirent même des villas de vacances. Cependant, au 8e siècle, Baïse a perdu une bataille et elle fut ensuite abandonnée. Alors que le niveau de l'eau montait, une grande partie de la ville a été engloutie sous la baie. Vous pouvez désormais explorer les ruines antiques de Baïse dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins de la planète. Retenez votre souffle. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe.
L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée.
Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. En juillet 1990, 4 amis tchèques décidèrent de partir à l'aventure pour trouver le ver intestin mongol, la créature qui a peut-être inspiré le monstre que vous avez vu dans le film Dune. On dit qu'il vit quelque part au fin fond du désert de Gobi. Ils prirent donc l'avion pour la Mongolie, montèrent dans un véhicule tout-terrain et engagèrent des guides locaux pour les aider. Tout cela pour rencontrer cette créature hypothétique qui mesure près de 2 mètres de long, qui crache un acide capable de faire fondre n'importe quoi, et qui peut même projeter des décharges électriques sur ses ennemis. La légende dit que ces aimables bestioles passent la plupart de leur journée cachées sous les dunes de sable, mais qu'elles aiment sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Le moment était donc parfaitement choisi, mais nos amis devaient encore trouver un moyen d'attirer la créature hors de sa cachette. Malheureusement pour eux, personne ne savait ce que ce ver géant aimait manger. Ils construisirent donc une machine spéciale qui émet des bruits de martèlement rythmés. Ils espéraient que cela ferait sortir le gros ver de son trou. Ils passèrent 2 mois fouiller le vaste désert, traversant dunes et plaines rocheuses à la recherche du moindre signe de l'effrayante créature. Hélas, cela ne fonctionna pas. Ivan Makerl, qui était le chef de l'expédition de 1990, fit par la suite plusieurs expéditions dans le désert de Gobi. Il essaya une première fois d'attirer le ver géant avec des explosions, et la seconde fois, il utilisa un petit avion pour explorer les dunes. Au fil des ans, des groupes américains, britanniques et néo-zélandais organisèrent de grandes expéditions dans la région pour tenter de trouver la créature. De nombreuses autres personnes vinrent du monde entier par leurs propres moyens, mais personne ne trouva quoi que ce soit. En Occident, on entendit pour la première fois parler du ver intestin mongol grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux servit probablement de modèle au personnage d'Indiana Jones. En 1926, il parle de cette créature dans son livre. Andrews entendit lui-même parler de la mystérieuse créature lors d'une réunion avec des dirigeants mongols qui pourtant ne l'avaient jamais vue de leurs propres yeux. L'un d'eux raconta qu'elle ressemblait à une saucisse d'environ 1 demi-mètre de long, sans tête ni pattes. Selon lui, le ver était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous tuer. Et il vivait dans les zones les plus isolées du désert de Gobi. Andrews ne croyait pas que cette créature était réelle, mais il évoqua ses témoignages dans un autre livre. En mai 2005, 4 chasseurs de monstres britanniques professionnels décidèrent de tenter leur chance. Ils firent des dessins du ver et engagèrent des gens du coin pour distribuer des prospectus dans tout le désert de Gobi. Ces prospectus promettaient une récompense à toute personne susceptible de fournir des informations sur la créature, ou de leur en apporter un spécimen. Selon eux, la machine bruyante que les autres explorateurs avaient utilisée avait plus de chances de faire fuir la bête que de l'attirer. Quelqu'un les renseigna, le ver aimait l'humidité. Ils élaborèrent donc un plan visant à bloquer les cours d'eau, afin de créer des zones humides qui attirent vers le ver. Mais cela ne fonctionna pas, car il était trop difficile de construire des barrages dans le désert. Ils finirent par utiliser de petits pièges, mais ne trouvèrent aucune preuve de l'existence du ver. Mais de nombreuses personnes leur racontèrent des histoires sur les créatures étranges qu'elles avaient vues au cours des 70 dernières années. Au fil des ans, les anecdotes sur ce monstre se répandirent dans le monde entier. Selon certaines d'entre elles, il ne mesurerait que 30 cm de long. Selon d'autres, il était aussi grand qu'un être humain. Il était blanc-gris, ou couvert d'écailles, et brun, ou encore charnu et rouge vif. Certains ont dit qu'il ressemblait à un serpent, ou peut-être à une chenille, ou encore qu'il avait des ailes, et pouvait voler. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être surnaturel maléfique, dépourvu de corps. Si ces histoires sont si différentes les unes des autres, et si toutes ces recherches n'ont jamais rien donné, c'est peut-être parce que la créature n'existe tout simplement pas. Il s'agirait d'un cryptide. Ces créatures telles que le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, dont l'existence n'a pas encore été prouvée. En 1983, un scientifique qui visitait la région a appris qu'un vieil homme avait réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité. Le scientifique s'est courageusement approché du trou dans le sable et a mis sa main à l'intérieur. Une créature géante l'a entraîné et on ne l'a plus jamais revu. Je plaisante, il a en fait trouvé un boa des sables de Mongolie.
Il s'agit d'un serpent trapu, fouisseur, non venimeux, aux petits yeux et aux écailles gris-brun. Il l'a montré aux habitants de la région pour savoir s'il s'agissait bien du monstre de la légende. Et il semblerait que tous aient répondu par l'affirmative. La plupart des Mongols qui connaissent l'existence du ver croient fermement en sa réalité. Si les gens du pays disent donc communément que ce monstre est un ver, c'est par une sorte de raccourci. Dans de nombreuses cultures mongoles, ce mot a été utilisé pendant des siècles pour désigner tout animal jugé dangereux, en particulier les serpents, même ceux qui ne sont pas venimeux. Après tout, il ne s'agit pas forcément d'un ver au sens propre. Les vers sont mous, mais une créature vivant dans le rude désert de Gobi devrait avoir une peau assez résistante, plus proche de celle d'un serpent ou d'une sorte de lézard sans pattes. Aucune de ces créatures ne peut projeter de l'électricité ni cracher de l'acide, comme on le dit du ver intestin. Mais certains serpents, comme les cobras, peuvent cracher un venin très dangereux pour l'homme. Si elle était réelle, notre créature aurait une colonne vertébrale et les explorateurs auraient probablement découvert des ossements ou d'autres traces du même genre. Or, on trouve effectivement des fossiles dans tout le désert de Gobi. Les scientifiques y ont trouvé des représentants de plus de 80 groupes de dinosaures au cours des 100 dernières années. C'est là, par exemple, que les premiers nids d'œufs de dinosaures ont été découverts. Et cela a complètement changé ce que les scientifiques croyaient savoir sur ces grands animaux du passé. C'était la première preuve qu'ils pondaient des œufs. Au cours des 2 années suivantes, la même équipe de chercheurs exhuma plus d'une centaine de fossiles de dinosaures qui furent transportés au Musée américain d'histoire naturelle, où vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Certains d'entre eux nageaient dans la mer du Crétacé qu'on trouvait là il y a environ 71 millions d'années. Ils ressemblaient à nos oiseaux modernes. Le mystère du ver intestin n'est toujours pas résolu. Mais il y a une autre énigme que les scientifiques ont réussi à élucider. Au XIIIe siècle, un célèbre voyageur du nom de Marco Polo traversa le désert de Gobi. Il crut entendre des bruits mystérieux, des sons produits par des instruments de musique tels que des tambours. Il en parle dans son livre. Selon lui, il s'agissait des voix d'esprits tourmentés. Les scientifiques modernes appellent cela les sables chantants. Contrairement aux craquements que l'on peut entendre lorsqu'on marche sur une plage de sable, ces bruits du désert sont beaucoup plus puissants, comme ceux d'un instrument de musique jouant des notes profondes et obsédantes. Au fil des ans, les gens ont avancé toutes sortes d'idées sur l'origine de ces sons, comme la présence d'eau souterraine ou de vent qui ferait vibrer le sable. Cependant, ce phénomène n'est propre qu'à certaines dunes, et les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre pourquoi. Parfois, le vent peut provoquer une petite avalanche, et l'on peut alors entendre cette étrange musique. Mais ce phénomène est rare. Pour l'étudier, les scientifiques ont donc dû aider les dunes à chanter, grimpant jusqu'au sommet, puis se laissant glisser sur le dos en utilisant leurs mains et leurs pieds pour pousser le sable vers le bas. Au fur et à mesure que le sable dégringolait, le son commençait à se faire entendre, puis devenait de plus en plus puissant. Les scientifiques sentaient même des vibrations dans leurs mains. Ils ont donc découvert que pour qu'une dune chante, il faut qu'un certain nombre de choses se produisent. Les grains de sable doivent avoir la bonne forme. La dune doit être grande et le sable doit être très sec. Pas de chanson après la pluie. À l'intérieur de la dune, il doit y avoir une couche dure de sable compacté qui agit comme un haut-parleur géant. Cette couche fait rebondir les ondes sonores, rendant le bruit de plus en plus intense et créant une mélodie envoûtante qui vient emplir tout l'air du désert. Et voilà le mystère des dunes musicales résolu.